cette 9e édition des Dialogues MR21. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Pascal Durand, député européen. Et Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avons imaginé ces dialogues au sein du réseau MR21 comme un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle, identifier les nouveaux enjeux. Lancé en 2016, le réseau MR21 est un lieu de réflexion de managers venant d'horizons très différents, entreprises, institutions publiques, associations, ONG, tous engagés dans la RSE pour promouvoir des pratiques de management durable. C'est un peu un catalyseur autour de témoignages de managers, d'éclairages d'experts et d'événements comme ce soir. Notre dialogue se déroulera en 2 temps. Nous échangerons tout d'abord avec notre invité, puis dans la deuxième demi-heure, nous répondrons aux questions des participants qui sont bien nombreux ce soir, je le vois sur le fil. Donc, vous pouvez d'ailleurs dès à présent poser vos questions sur le chat. Alors, revenons à notre invité. Pascal, je ne vais pas citer votre bio parce qu'elle est bien longue, mais parmi vos nombreuses responsabilités, vous êtes rapporteur pour la Commission des affaires juridiques du Parlement européen du projet de rapport sur la gouvernance d'entreprises durables. C'est un rapport d'initiative, il est non contraignant, il permet d'avoir la position du Parlement sur un sujet. Il a été présenté en même temps que celui sur le devoir de vigilance des entreprises le 28 septembre dernier et la Commission européenne a prévu de déposer une initiative législative sur ces sujets début 2021. Une actualité donc qui nous intéresse beaucoup à MR21, vous pouvez l'imaginer. Alors Pascal, ma première question, pouvez-vous nous dire pourquoi ce projet de rapport sur la gouvernance d'entreprises durables et qu'entendez-vous par gouvernance durable? Quelle en est votre vision? Alors déjà, on va commencer par le début. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de vous préoccuper, de vous intéresser à la question européenne, parce que ce n'est pas toujours le cas en France. Donc, je suis toujours heureux de voir que les sujets européens peuvent être mis à l'agenda de discussions de groupes français. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous parlez d'un projet de rapport. Ça n'est plus un projet de rapport, puisque à 13h, on a eu les résultats du vote et que le projet s'est transformé en rapport, puisqu'il a été adopté par le Parlement européen. Par une majorité à 3 voix près, je rate la majorité absolue. Et donc, je le regrette, parce que ça aurait été plus chic. La réalité, c'est qu'évidemment, en démocratie, une majorité, c'est plus de 50%. Et là, on est bien, puisque sur un peu moins de 700 votants, on a près de 350, 346 ou 366, enfin bref, on a une majorité réelle. Donc, le rapport est adopté, mais je vous en remercie, mais c'était surtout pour dire que voilà, donc il est lancé, et effectivement, vous avez eu raison de dire qu'il a été lancé en parallèle du devoir de vigilance, du rapport sur le devoir de vigilance, mais il y a une différence sensible entre les deux, c'est que le rapport sur le devoir de vigilance, donc ce qu'on appelle les due diligence en anglais, ce rapport, lui, est législatif dans le sens où il n'y a pas de texte qui recouvre actuellement en Europe la question du devoir de vigilance. C'est une question que nous allons un tout petit peu débroussailler pour le compte de l'Union européenne, alors que il y a une législation française, il y en a une aux Pays-Bas, mais globalement, il n'y a pas de législation européenne. Moi, mon rapport intervient dans un champ qui existe déjà, qui est le champ de la responsabilité des directeurs, enfin de la gouvernance durable, et qui est le champ du reporting non financier, sur lequel, et vous avez eu parfaitement raison là aussi de le rappeler, sur lequel la Commission va venir début 2021 avec un texte. Et c'était très important que le rapport fasse connaître ses grandes lignes et la manière dont il voit un petit peu l'évolution sur ces sujets-là, tout simplement parce que nous n'avons pas d'initiative législative au sens juridique du terme, c'est-à-dire que le Parlement n'a pas la possibilité lui-même de présenter un texte, il n'a que la possibilité de donner à la Commission ses on va dire ses volontés et sa vision, pour qu'ensuite la Commission revienne avec un texte. Et donc, si le Parlement n'avait pas adopté mon rapport, on était totalement dépendant de la vision de la Commission. Là,
au moins la Commission pourra s'appuyer sur des lignes. Donc, c'est un peu de la cuisine, mais c'est une cuisine qui est importante parce qu'elle a des effets. Ça veut dire que nous qui représentons quand même les citoyennes et les citoyens européens, parce qu'on parle beaucoup quand même des élections américaines en disant il y a eu 200, enfin pas loin, 180 millions de votants, etc. Et tout le monde dit c'est exceptionnel. Je rappelle quand même qu'aux élections européennes, il y a eu 200 millions de votants en Europe. 50,7% sont allés voter. Donc, on a quand même une légitimité que la France ne veut pas reconnaître. En fait, je ne parle pas du gouvernement, hein, je parle de globalement la France et les médias, etc. La réalité, c'est que ce Parlement a une légitimité également représentative. Voilà. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça et j'étais très long, qu'est-ce qu'on met derrière gouvernance durable et derrière le développement, que ce soit le non financier ou... On essaye de mettre et de porter une vision politique de ce que nous voyons comme étant l'avenir de l'entreprise et les relations que nous pouvons entretenir entre l'économie, l'environnement, le social et les droits humains. Voilà, c'est en gros, c'est la déclinaison au sein du monde de l'entreprise, si je veux faire court, hein, c'est la déclinaison au sein du monde de l'entreprise des engagements du développement durable que les États prennent, ne prennent pas, mais globalement, ils essayent de prendre, et que les ONG, les parties prenantes, les syndicats ou autres essayent de porter dans la société. Voilà, c'est d'arriver à trouver les passerelles, sachant que dans la vision qui est la nôtre, du développement durable, de l'économie verte, de tout ce qu'on veut, on peut mettre les noms après derrière qui vous intéressent, on ne peut pas y arriver les uns sans les autres. Alors, a fortiori les uns contre les autres, ça c'est une évidence, mais les uns, les unes sans les autres, on n'a aucune chance d'y parvenir, ne serait-ce que sur les questions d'investissement, de prise en compte des intérêts généraux. Et en fait, il y a une vision très différente de ce que doit être l'entreprise au XXIe siècle par rapport au fameux contrat de société qui était celui de l'origine du Code civil et que l'on voit dans les cours juridiques traditionnels. On est maintenant dans une logique différente. Voilà, c'est ça qu'on essaye de voir, c'est ça qu'on décline. Et je vous laisse poser des questions après pour les déclinaisons. Oui, très bien. Sur votre vision, peut-être, j'aimerais beaucoup que vous nous exprimiez un petit peu votre vision de la gouvernance durable. Alors, ma vision de la gouvernance durable, c'est celle que je viens de dire. C'est-à-dire, en gros, comment au départ, la vision, et je dois dire que c'était également la mienne en tant que juriste, c'est-à-dire qu'au départ, pour moi, l'entreprise, elle avait vocation, si on veut faire bref, à avoir évidemment une pérennité, à avoir un marché, mais elle devait faire gagner de l'argent à ses actionnaires, et deux, elle devait permettre aux salariés de pouvoir vivre pour le travail qu'ils accomplissaient. Et j'allais dire, en gros, le contrat, il était quasiment fermé comme ça. Il y avait après des clients, on faisait des produits et on les vendait. Ce monde-là, qui était celui dans lequel moi j'ai grandi en fac de droit, est un monde sur lequel, en gros, on disait, mais l'entreprise n'a pas finalement de vocation à, je sais pas, l'intérêt général, tout ça. Il y a il y a des États, il y a le service public pour ça, mais enfin, globalement, c'est pas le job de l'entreprise de s'occuper de. Cette vision, elle est totalement dépassée, elle n'existe plus, à mon sens, elle existe encore pour certains, mais elle n'a plus cours quand on voit quels sont les défis et les enjeux du XXIe siècle. On a des enjeux qui sont liés maintenant à la mondialisation, on a des enjeux qui sont liés aux problèmes climatiques, etc., à la préservation des ressources naturelles, à des rapports sociaux qui sont complètement bouleversés quand vous faites produire à l'autre bout de la planète des produits que vous importez ensuite, etc. Donc, ma vision, c'est compte tenu du nouveau monde, comment j'arrive à intégrer l'entreprise, le schéma de l'entreprise dans cette vision globale. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut qu'on le construise avec des ponts, des passerelles, et qu'on donne des responsabilités différentes à la fois aux dirigeants et, j'allais dire, à l'ensemble des parties prenantes, aussi bien les salariés que les tiers. Mais après, la déclinaison des tiers peut être très longue. Voilà, donc je ne veux pas arriver avec une boîte à outils en disant la gouvernance durable, c'est plom. Alors, à l'ancienne, j'allais dire,
comme les politiques savaient si bien le faire, ou si mal, c'est-à-dire en gros, nous avons les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Non, notre job, c'est pas de dire on arrive avec des réponses. Moi, il y a plein de sujets sur lesquels je n'ai pas et où les politiques n'ont pas les réponses. Et où les entreprises, et pas que, mais où les entreprises font au quotidien et construisent des solutions. Notre boulot, c'est d'arriver à mettre en synergie, à mettre en résonance ces solutions. Et ça, c'est peut-être ce qui me différencie d'un certain nombre de mes amis, et de le faire de manière, j'allais dire, juste. Et pour moi, la manière juste, c'est d'uniformiser, d'harmoniser les règles, de manière à ce qu'on n'ait pas d'un côté des gens qui soient dans une logique qui est une logique vertueuse, d'autres qui sont dans une pure logique de com ou dans une logique carrément de cacher un certain nombre de choses, et la concurrence est déséquilibrée. Voilà, donc j'essaye de faire en sorte que la loi, les règles, équilibrent de manière à ce que le level playing field, enfin le champ de jeu, en gros, si on veut, soit identique pour tout le monde. Voilà. C'est très bien, ça m'offre une belle voilà. Je ne sais plus le mot. Concernant ma deuxième question, si c'était un champ de bataille ou un champ de jeu, je ne sais pas. Et voilà, est-ce que votre vision finalement, elle est partagée? Quelles sont les prises de position au niveau du Parlement européen? Donc, vous avez parlé du vote qui a été fait ce matin, mais voilà. Avec un petit peu plus de détails, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la dynamique politique actuelle sur le sujet? Et puis peut-être au-delà du Parlement, vous en avez touché déjà un mot, mais plus en détail, quelles sont les réactions de ces tiers, de ces parties prenantes, les représentants d'entreprises, les syndicats, les ONG? Alors c'est évidemment, c'est une question. Elle est très large. Je ne vous cacherai pas ma déception, parce que j'essaye de porter quand même du positif, mais j'ai quand même une petite déception sur mon rapport, c'est que, vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais enfin bon, au Parlement européen, nous n'avons pas de majorité politique. C'est une grande différence des États, sauf l'Allemagne, mais en tout cas des États avec des majorités claires, où finalement vous êtes dans la majorité, vous votez le texte, vous êtes dans l'opposition, vous votez contre. Et si jamais vous inversez, vous êtes un traître ou un lâche. Très bien. Donc ça, c'est le contexte que j'allais dire je déteste, celui du monde binaire, blanc, noir, vous êtes gentil, vous êtes méchant, vous êtes... Sachant que ceux qui sont dans la majorité seront dans l'opposition demain et qui s'empresseront de dire le contraire. Très bien. Tout ça, vous le connaissez, ce jeu politicien est un jeu fatigant. L'avantage, c'est qu'à l'Europe, nous ne le connaissons pas. On ne le connaît pas tout simplement parce que le plus grand groupe, qui est le groupe des chrétiens démocrates, enfin, historique de la droite traditionnelle, ce groupe-là représente en gros 20% du Parlement, et peut-être un peu plus. Mais donc, en aucune manière, il est en capacité d'imposer sa vue. Et j'allais dire, la force de notre Parlement, c'est de travailler sur le consensus. Alors, on nous critique énormément là-dessus en disant parfois c'est long, la méthode communautaire, tout ça, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que les politiques... Mais non, parce que justement, la garantie de la longueur, c'est le fait qu'il y ait une adhésion la plus large possible. Et je rejoins évidemment votre question. Comment imaginer un monde durable, c'est-à-dire un monde qui associe l'entreprise, la société civile, les syndicats, les représentants patronaux et les politiques? Comment imaginer ce monde si certains groupes passent en force? Et évidemment, on pourrait imaginer qu'on peut passer en force, mais sauf que ça donne après des lois qui sont bloquées, des contestations, des mauvaises mises en œuvre. Donc nous, on crée du consensus pour essayer de trouver le plus large soutien. Et donc pour répondre à votre question sur mon rapport, j'aurais aimé que le soutien aille, parce qu'on a vraiment compromis pour cela, aille jusqu'à la droite traditionnelle. J'ai eu dès le départ un soutien assez fort des ONG, pour, par exemple, les représentants de la gauche de la GUE sur ce dossier-là, ça a été Manon Aubry. Alors, certains ont découvert, mais pas, je ne pense pas chez vous, mais certains ont découvert Manon Aubry dans la politique. Nous, on la connaissait comme chargée de plaidoyer chez Oxfam. Et la chargée de plaidoyer chez Oxfam n'est pas, et je le dis sans aucune animosité, au contraire, avec respect, n'est pas nécessairement la même Manon Aubry que celle qui fait de la politique tradie en France.
Et ça vaut aussi pour moi, enfin ça vaut pour tout le monde. Ben, moi, je fais plus de politique en France, ce qui me garantit des nuits beaucoup plus sereines. Mais ce que Manon Aubry a fait, c'est qu'elle a justement amené son groupe sur des logiques qui étaient les logiques défendues par les ONG. Donc ça, c'était fait. Les socialistes, les Verts, évidemment, j'ai des rapports privilégiés avec les Verts, et les Verts ont continué ce combat à mes côtés. C'est moi qui ai continué à le mener à leur côté parce qu'on l'avait déjà mené ensemble. Et les socialistes, dès lors qu'on amenait avec nous la logique sociale portée notamment par les grands syndicats allemands et avec la grande tradition de la social-démocratie des pays du Nord, eh ben, ils étaient à bord. Donc on allait avoir un très large consensus, malheureusement, je dois dire, que comme mon rapport portait à la fois sur la NFRD, sur la directive du non financier et en même temps sur la gouvernance des entreprises, oui. La partie gouvernance des entreprises a fait peur, et fait peur à une partie du patronat, notamment allemand. Et donc on a eu, mais c'est vraiment, ça s'est tombé en 48 heures, c'est-à-dire que mon rapport était presque passé sous leur radar, et il y a 48 heures, ils se sont affolés, donc ils ont pris une grande tribune dans Politico, qui est la cuisine ces trucs de la bulle bruxelloise, et en disant non, c'est pas possible, il ne faut pas voter le rapport Durand. Et hop, j'ai vu le PPE et la CDU, avec lequel j'avais négocié les compromis, et qui étaient d'accord avec mes compromis, qui m'avaient donné leur accord sur les compromis, en 24 heures, pouf, vote, avant-hier soir, au groupe PPE, qui a dit « Ah ben non, on ne peut plus soutenir ce rapport ». Bien, il y a quand même quelques membres du PPE qui l'ont voté, mon rapport. Il y a quelques républicains français, notamment Geoffroy Didier, qui est un confrère, qui connaît bien ce sujet, qui lui n'a pas voulu aller contre son groupe, mais qui s'est quand même abstenu, c'est-à-dire qu'il n'a pas voté contre mon rapport. Donc, voilà, il y a quelques lignes, et j'allais dire le plus gros progrès, mais ça je m'y attendais quand même un peu, c'est l'évolution de mon groupe, du groupe Renew, de l'ex-groupe des libéraux, qui maintenant est un groupe plus large, depuis l'arrivée notamment des Français, qui, je pense, il y a encore 3-4 ans, ce que je dis est peut-être un peu prétentieux, mais c'est le monde qui évolue, hein, c'est le monde qui a bougé. Il y a 3-4 ans, il aurait voté contre ce rapport, clairement, parce que trop d'obligations pour les entreprises, trop de normes, trop de volonté et ils auraient été contre. En tout cas, la grande majorité était contre. Et là, cet après-midi, j'ai eu un vote 3/4, 1/4. C'est-à-dire qu'il n'y a que 25% du groupe Renew qui a voté contre mon rapport. Donc voilà, les lignes bougent. Alors, en ce qui concerne les ONG, les syndicats… représentants d'entreprise. Alors, justement, les ONG, les syndicats et les représentants des grandes entreprises qui, notamment, demandaient le NFRD, sont tout à fait favorables à ce rapport. Et j'ai de bons retours. Là où j'attends de voir comment ça va se passer maintenant, là où je vais avoir des discussions à nouveau à avoir, j'en avais eu avec le MEDEF, j'en avais eu avec Business Europe, j'en avais eu avec la FEP, évidemment, pour ce qui est de la France. On va remettre maintenant sur la table un certain nombre de sujets. Mais a priori, les rapports étaient plutôt bons. Et j'ai par exemple pas eu de tir de barrage. Autant il y a eu un tir de barrage du MEDEF qui a été fait contre le rapport Ernst-Young dans le cadre du devoir de vigilance. Oui, mi-octobre, un bel article. Voilà, clairement. Autant sur mon rapport, j'ai pas eu de tir de barrage. Et donc, parce qu'on est dans une logique de dialogue, j'espère qu'évidemment, ça va continuer avant qu'on ait l'avis de la commission. Mais après, je distingue bien, je pense que ça sera plus facile sur la NFRD que sur la gouvernance et la responsabilité éventuelle des directeurs. Parce que ça, c'est un sujet plus touchy. Il touche à la responsabilité personnelle. Donc, je comprends très bien que des dirigeants ou des actionnaires n'aient pas envie de voir leur propre responsabilité engagée. C'est tout à fait humain. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, résumer quelque part votre marge de manœuvre par rapport au vote qui aurait lieu l'année prochaine ? Honnêtement, je pense que tout ce que l'on va indiquer et qui ne va pas être… alors, on va dire la simplification, si on regarde sur le NFRD, le grand enjeu, le grand enjeu de la NFRD, c'est d'arriver à avoir des normes partagées, communes pour tout le monde. C'est-à-dire que là, en l'état, et vous le savez, on a les derniers relevés, c'était quasiment 1700 types de reporting différents. Donc ça, c'est plus possible pour personne.
Quand Nestlé me dit, moi, j'en ai ras-le-bol, enfin, il ne le dit pas comme ça parce qu'il est mieux élevé que moi, mais la réalité, c'est que Nestlé me dit, moi, sur la déforestation, en gros, je suis à 95% de ce que je peux faire de mieux. Et je les crois volontiers. C'est-à-dire, en gros, on suit la chaîne, on contrôle, etc. Il dit, moi, franchement, je suis quasiment au bout de ce que je peux faire. Mais il dit, il y en a à côté qui ne sont même pas à 10% de ce que moi, je fais. Et il dit, ça, c'est plus possible. Parce que pour faire les 5 ou 10% qui me restent, il faut que, justement, je sois dans une logique qui est une logique partagée. Et que tout le monde ait les mêmes règles du jeu. Sur un terrain de football, on ne prend pas le ballon avec la main. Voilà, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait un arbitre qui dise, bah non, on joue avec les pieds. Donc, si vous voulez marquer un but, vous servez de vos pieds, pas de vos mains. En l'état, on n'a pas vraiment d'arbitre. On a énormément de normes qui sont parfois très bonnes, qui sont souvent, et pour l'essentiel, volontaires. Mais bon, ça ne suffit plus. Ça, c'est un premier élément. Et donc, il faut qu'on arrive à harmoniser. Et là, on a, je vais dire, unanimité. On sait que des PME, en revanche, vont dire non, mais attendez, si vous harmonisez et que vous le rendez obligatoire, nous, ça va faire une charge administrative impossible, etc. Donc, il faut qu'on trouve le bon équilibre. Nous, on a proposé dans notre rapport, pour être concret, que l'équilibre soit aligné sur la directive comptable, c'est-à-dire 250 salariés. Mais c'est une proposition. Encore une fois, c'est à débattre. Hein. Le PPE, par exemple, était contre, voulait rester sur les 500. Enfin bon, ok. Donc ça va être débattu. Le seuil. Après, moi, j'ai trouvé une solution intermédiaire qu'a priori, les gens avaient l'air de dire oui, finalement, c'est peut-être pas bête. C'est d'être sur un seuil peut-être un peu plus élevé, mais d'identifier quelques secteurs qui soient des secteurs spécifiques à risque avec les partenaires de ce secteur et notamment, évidemment, les représentants des entreprises. Bon, voilà, donc ça, c'est une piste. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre sur la NFRD? Donc, le fait d'uniformiser, le fait de le rendre obligatoire, là, ça va être évidemment le grand débat, parce que jusqu'au bout, on sait que un certain nombre de représentants vont se battre pour que ça ne soit pas obligatoire et qu'on reste dans le volontaire. Oui. Après, pour être honnête, quand je discute avec les grandes entreprises, elles sont plutôt demanderesses du fait que ça soit obligatoire. Elles veulent qu'on n'aille pas trop dans le détail, de manière à ce qu'on ne bloque pas non plus. Mais je n'ai pas eu le sentiment que le fait de dire, écoutez, on pose des règles là maintenant et on doit respecter un minimum de socle partagé, on doit avoir des publications partagées, c'est-à-dire savoir quelles sont les données qu'on donne et les données dont on considère en revanche qu'elles doivent rester du domaine du secret des affaires, parce qu'évidemment, ça a été visé dans mon rapport. Je pense que globalement, il y a un accord là-dessus. Il y a un accord qui peut arriver. Par exemple, le fait qu'on uniformise au niveau européen le reporting et que tout le monde ait accès à des données qui soient des données partagées. Voilà. Mais quand vous me disiez comment les partenaires le vivent, je pense qu'ils le vivront d'autant mieux qu'ils seront autour de la table, mais ils le seront évidemment, pour définir quelles sont les informations qu'on doit partager. Et qu'à partir de là, c'est exactement comme un bilan. On sait ce qu'on doit mettre dans un bilan. On sait qu'il y a certaines informations du bilan qui doivent rester confidentielles, mais elles apparaissent, mais pas sous leur forme détaillée, et le commissaire aux comptes le valide et le sait. Ce qui amène aussi une nouvelle question, comment on contrôle les reportings non financiers? Oui. Et pour ma part, je suis très clair là-dessus, je pense qu'il faut un corps d'audit qui soit dédié à ces questions-là, exactement comme on a dédié les commissaires aux comptes à la question financière. Et je pense, et là c'est position qui n'est pas nécessairement partagée encore que, je pense que ça doit être séparé du corpus financier, parce que sinon on est dans un conflit d'intérêts majeur, et je pense qu'il faut qu'on ait, mais dans les mêmes contrôles, les mêmes responsabilités, la même professionnalisation, qu'on ait un audit sérieux des questions extra-financières. Voilà. Et puis, bon, pour la gouvernance, on est rentré beaucoup moins dans le détail, mais vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire essayer de donner une prime à des investisseurs de moyen et de long terme, de ne plus être dans la logique pure et dure de la rentabilité qui est imposée par la financiarisation du monde. Et moi qui ai travaillé pour des fonds quand j'étais avocat, je sais très bien comment on définit les critères de rentabilité, la vitesse, etc., pour pouvoir ressortir. Tout ça, faut vivre dans un monde irréel pour ne pas savoir que ça se passe comme ça. Après, je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises, quand on me dit mais ça c'est le marché, on ne peut pas aller contre, moi je pense qu'on peut donner des incentives en positif.
Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. On l'a fait en matière fiscale avec la détention pendant un certain temps des titres. Enfin, bon, on a la capacité de mettre des incentives, pas tout le temps, pas pour tout, mais voilà, ça se travaille, c'est pareil. La volonté, c'est de faire en sorte qu'on rééquilibre un peu. On ne va pas tout changer, et alors certainement pas, moi, vous m'entendrez jamais dire que l'ennemi, c'est la finance. On a besoin de la finance. On n'atteindra jamais les objectifs posés par le Green Deal si on n'a pas des financements extrêmement forts et des leviers très forts dans les fonds et dans les investissements privés. Donc, on a besoin de la finance. Après, voilà, essayons de réguler un peu de manière à ce que ça ne soit pas la jungle. Alors, c'est intéressant parce que vous parlez comptabilité, audit. Or, ce sont plutôt les modèles américains qui prévalent dans ces deux domaines dans le monde. En fait, ça m'amène encore une fois à ma question qui sera la dernière avant la question des participants. C'est vrai que ce projet il sous-tend certaines valeurs européennes. Donc, je me demande un petit peu quel est votre modèle européen d'entreprise et quelle est l'ambition politique, voire géopolitique derrière ce modèle. Alors là, vous allez au cœur du fait que c'est pour ça que je suis député européen et que je suis heureux de l'être, pas toujours, mais globalement, c'est qu'on est au cœur de la souveraineté européenne. C'est-à-dire, moi, j'ai construit l'Europe en ayant la volonté finalement de prolonger ce qui est la souveraineté de notre histoire commune, à nous, Européens. Ça fait très longtemps que j'essaye d'expliquer aux gens que l'indépendance, ça n'est pas la souveraineté. L'indépendance, c'est le fait effectivement d'être libre de prendre les normes que l'on veut. Et Boris Johnson est en train d'essayer de faire croire aux Britanniques qu'ils vont être indépendants. La souveraineté, c'est autre chose. C'est la fameuse potestas chère à Spinoza. C'est la capacité de faire et la capacité d'imposer. Et donc, si je n'ai pas la puissance suffisante, si je n'ai pas la force, la capacité, alors je subis ce que les autres me donnent. Et c'est exactement comme pour l'alimentation, comme pour le bœuf aux hormones ou je ne sais quoi. Si demain, je n'ai pas le marché qui est en capacité de peser et de répondre au marché américain, alors on m'imposera les normes américaines en matière de santé, d'environnement, etc. Et ce raisonnement, tout le monde comprend pour la santé. Tout le monde le comprend pour ah bah oui, des OGM, etc. Ah bah oui, on comprend qu'il faut être puissant pour arriver à, sinon on va avoir du poulet au chlore. Très bien. Eh bien, il semblerait qu'un certain nombre de gens ne l'aient pas compris, que pour le droit, pour notre vision de l'entreprise, pour notre vision de la société, pour notre vision du monde que nous voulons bâtir, donc politique au sens noble, oui. Eh bien, il faut la même chose. Et donc, la question que vous posez, c'est qu'est-ce que je veux derrière ? Ben, moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit les normes européennes qui s'imposent dans le débat public et dans les échanges avec les Américains, avec les Chinois, etc., et que ce ne soit pas eux qui nous imposent leurs normes, exactement comme ils l'ont fait en matière financière, la définition des fonds propres, etc. Tout ça, on sait d'où ça vient. C'est comme ça, je ne vais pas refaire l'histoire, je dis simplement ce que nous avons vécu sur la comptabilité, sur Sarbanes-Oxley, etc., on n'est peut-être pas obligé, là on est en avance. Et notre vision de l'entreprise, notre vision de la société est une vision qui est plus équilibrée, je ne parle même pas des Chinois, qui évidemment n'ont rien ni de près ni de loin avec nos pensées, nos valeurs. On peut faire du commerce avec, c'est un autre sujet. Mais même les Américains, leur vision de la finance, leur vision du social, leur vision de l'environnemental n'est pas la même que nous. C'est-à-dire que le rapport à la ressource première, vous savez, quand moi j'avais fait le congrès mondial de Michelin et qu'on avait commencé de parler de RSE, puisque je parlais de mon rapport sur les biens durables, je vous garantis qu'un Américain, même brillant, il vous regarde en disant mais de quoi il nous parle ? De quoi il est en train de nous parler ? Donc, voilà, cette vision-là, je schématise, je schématise un peu, mais n'est pas tant que ça. Donc, voilà, c'est cette vision-là qu'on veut porter. Et oui, c'est la souveraineté européenne qui est en cause. C'est une souveraineté qui est, au moins, je vous dis, aussi importante que celle qui porte sur les problèmes sanitaires, les problèmes de médicaments ou les problèmes d'alimentation.
c'est la défense de notre droit, de notre vision et de notre volonté de garder à travers les années notre vision de l'entreprise. Oui, oui. Merci, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions des participants. Alors, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je vais toutes pouvoir les dérouler. Et alors, elles arrivent. Je suis désolée, je vous les dis un petit peu, pas forcément dans un ordre cohérent. La première d'Emmanuel, est-ce que la Commission pourrait ne pas inclure les recommandations incluses dans votre rapport à l'occasion de la révision de la NFRD? C'est une question importante et c'est intéressant d'ailleurs, très intéressant comme question. Oui, la réponse est oui. D'une manière générale, la Commission lit avec attention. Par ailleurs, on avait échangé quand même un peu en amont, on va tout se dire, hein, on discute aussi avant. Et donc, moi, dans mon rapport, je glisse aussi certains éléments et j'enlève ceux dont je sais que j'ai aucune chance de les voir aboutir auprès de la Commission. Mais oui, la Commission, en fait, est libre. Elle a l'initiative totale, absolue, des textes législatifs qui nous sont présentés. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Après, elle n'est pas complètement dans un monde parallèle. Elle sait très bien que si la majorité du Parlement s'exprime dans un sens, elle ne va pas présenter un texte qui, de toute façon, dans ce cas-là, ne serait pas voté. Ce qui est très mauvais pour la Commission. Hein. La Commission a envie que ces textes avancent, sachant qu'il y a un deuxième point, juste un petit point de cuisine européenne, mais qui est également important à connaître, c'est que nous ne sommes pas législateurs, nous sommes co-législateurs. C'est-à-dire que la directive présente un texte au Parlement qui le vote dans exactement les mêmes conditions que l'Assemblée nationale ou le Sénat chez nous, c'est-à-dire qu'on a des commissions, etc., et après on le vote en plénière. Mais une fois qu'on a voté le texte, il n'est pas d'application, il part au Conseil, donc le Conseil qui lui représente les États membres, et on repart pour un nouveau tour, c'est-à-dire que là, le Conseil arrive dans une belle salle, et ça s'appelle des réunions de trilogue, et le Conseil dit « Ah ben non, ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord », un peu comme si, une fois que la loi en France était votée, on la donne au gouvernement, et le gouvernement dit « Ah ben attendez, ça je vais prendre, ça on verra plus tard parce que c'est compliqué, ça oui, mais je vais… » Bon voilà. Et donc, on repart pour un nouveau round de négociation, pardon. Et voilà. Donc, la Commission fait ce qu'elle veut, nous aussi, le Conseil aussi, et à la fin, il faut qu'on mixe les trois. Une question d'Elisabeth. Comment ce travail se positionne par rapport aux travaux en cours de révision de la directive NFRD, de la révision de la norme ISO 26000 et de la loi Pacte en France avec la raison d'être entreprise à mission? Eh bien alors, comment ça se combine? L'ISO, c'est autre chose, parce que ça relève de la Commission, c'est discuté au niveau technique, d'expertise, j'allais dire, de toutes les parties prenantes, et après, ces normes-là s'imposent aux entreprises du secteur. Mais ça passe pas vraiment par le Parlement, c'est beaucoup plus du réglementaire au sens traditionnel français du terme. Hein. C'est-à-dire que, bon, nous, on n'est pas impliqué dans ces discussions-là qui, en gros, concernent d'abord et avant tout les professionnels d'un secteur. On peut être amené à avoir à débattre ou à faire des objections, mais globalement, ça, c'est en parallèle. C'est-à-dire que ce sont deux, évidemment, ils ne sont pas dissociés parce que la Commission est en charge des deux. Donc, elle lit les deux. Mais ce n'est pas notre job d'aller regarder à l'intérieur de l'ISO, et c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux que les professionnels et les parties prenantes puissent avancer sur ces sujets-là. La prise en compte, donc on en a déjà parlé, la prise en compte des discussions, elle est évidemment permanente. Quant à la loi Pacte en France, c'est un des outils de réflexion sur la future directive, c'est-à-dire que, et encore plus sur la gouvernance et sur le devoir de vigilance, puisque là, la France a vraiment des textes qui ont vocation à s'appliquer. C'est donc un des axes que retiendra la Commission dans le cadre de ces propositions. Donc, et moi, évidemment, j'ai parlé de la loi Pacte avec le gouvernement français. Ouais. Là où ça aura un rôle aussi important, c'est qu'en imaginant que la Commission ne soit pas d'accord avec ce qui se passe en France, la législation, X ou Y, la France, en revanche, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le texte, in fine, il arrive aussi en discussion avec le Conseil, la France est membre évidemment éminent du dit Conseil,
et sera encore plus imminent à partir de janvier 2022, voilà, parce qu'il y aura la présidence française. Et moi, pour rien vous cacher, j'ai déjà discuté, et c'est normal, avec les représentants du gouvernement français, pour savoir si le rapport que j'ai porté, c'est notamment la NFRD, puisque ça va arriver, est-ce que ça sera considéré ou pas par la présidence française comme une priorité? Puisque chaque présidence décide, évidemment en fonction des dossiers législatifs en cours, mais elle décide de mettre le projecteur sur un ou plusieurs mais dossiers. Et donc, moi, j'ai demandé, et ça va là aussi répondre à votre question, c'est-à-dire quel sera le lien avec la France. Il sera très fort. Si on a pu voter en 2021 au Parlement, donc si la Commission nous propose le texte avant, on va dire, la fin du premier trimestre 2021, si dans les 3 trimestres qui restent, nous arrivons à avoir une majorité pour voter au Parlement, et si la présidence française en janvier 2022 dit « Ah ben c'est super, voilà un texte qui nous intéresse », et donc le Conseil est d'accord pour entrer en trilogue sur ce sujet-là. Sachant que la France défendra évidemment, même si elle est obligée de négocier avec les autres, elle défendra sa vision de l'entreprise, donc de la loi Pacte, du devoir de vigilance français. Donc voilà, bon, on peut avoir un alignement des planètes sur ce sujet-là, sur d'autres peut-être aussi, mais celui-là je le connais bien. On peut avoir un alignement des planètes disons, au premier semestre 2022, si tout va bien. S'il y avait une question de Yves, s'il y avait une limite au rôle de l'entreprise vis-à-vis des biens communs, notamment l'éducation, où se situe-t-elle? C'est politique. C'est une question tellement importante. Je l'ai eu, et on l'a décliné, je l'ai eu tout à l'heure on a voté un texte sur l'eau. Et c'est vraiment le sujet, enfin l'eau, c'est un sujet absolument considérable. C'est la ressource, c'est la vie. L'air, l'eau, la terre, c'est une banalité de le répéter, mais je continuerai à le dire jusqu'au bout. Ce sont ces éléments-là, c'est d'ailleurs ça qui fonde la pensée écologiste, et ceux qui l'oublient ne comprennent rien à l'écologie, c'est le vivant. C'est le vivant. Et dans le vivant, il y a l'eau. Et la préservation de biens, moi j'entends quand une entreprise dit mais moi l'eau c'est ce qui me permet de produire, etc. Donc c'est aussi un bien marchand. Voilà, je l'entends. Je dis simplement que l'accès universel à l'eau est ce qui permet et source de vie au sens initial du terme. Donc il faut le maintenir. Et donc il faut le sortir là des logiques de marché. Après, le bien public, c'est un élément très compliqué dans la société. On a identifié pendant des années, et des décennies, voire peut-être même des siècles, en tout cas les 2 derniers, on a identifié le bien public avec l'État. Je dois dire que je ne suis pas sur cette logique-là. Je pense que le bien public dépasse très largement la notion d'État. Et donc, il faut qu'on arrive à intégrer cette notion de bien commun, de bien public, à l'intérieur d'un monde marchand et à isoler du monde purement marchand ce qui est absolument nécessaire, vital. Après, par exemple, la question de l'eau va être une question mais considérable entre la nécessité de nourrir les gens et donc d'alimenter l'agriculture et avec des nappes phréatiques dans lesquelles on va taper de plus en plus fort et en même temps le besoin d'eau pour des développements de croissance, de golf, de je ne sais quoi, etc., qui sont dans la qualité de vie maintenant intégrée, on va avoir des arbitrages terribles à faire. Et si j'avais la réponse, je serais d'abord, je serais très très heureux, mais surtout, je pense que je serais très très fou de croire que ces sujets-là peuvent être traités comme ça. Mais en revanche, la question que vous posez, c'est pour ça que je suis un peu long et un peu. Ce sont des sujets essentiels. Moi, je viens d'une génération où, en gros, ce qu'on voulait, l'être humain le prenait. On avait besoin, on allait chercher, on avait besoin de terres agricoles, on les avait, on avait besoin de l'eau, il y en avait partout, on avait besoin de matières premières, il y en avait partout, on voulait des poissons, il suffisait d'aller pêcher, on voulait, etc., etc., etc. Cette logique qui était encore celle de Descartes, celle de la Bible si on monte plus loin, c'est en gros la nature a été donnée à l'homme à l'être humain pour pouvoir satisfaire ses besoins. Ça, c'était avant.
Et on est la première génération où on commence vraiment. Alors, il y avait une gestion ancestrale des biens publics. Je pense que ça savait également, on savait le faire. Les pêcheurs savaient qu'il ne fallait pas aller trop loin, etc., parce qu'après, ils allaient manquer. Donc, il y avait un certain équilibre. Mais sauf que là, on est passé dans des dimensions telles que c'est la survie même de la pêche qui est en danger, l'agriculture, etc., etc. Et donc, voilà, on est donc dans un monde nouveau, compliqué. Il y a des défis qui se posent à notre génération et encore plus aux plus jeunes qui vont venir, qui sont des défis nouveaux. Voilà, il faut apprendre à partager, un nouveau partage. Une question d'Audrey. Dans le contexte de libre circulation des biens, la législation européenne peut-elle aller dans le sens d'une plus grande protection des entreprises européennes qui travaillent dans le sens de la sécurité, de la qualité environnementale des produits de grande consommation? Les travaux sur l'entreprise durable et le Goods Package sont-ils coordonnés? Alors, pour le moment, non. Honnêtement, enfin, ils le seront nécessairement dans les déclinaisons pratiques, mais on n'en est pas encore à avoir adopté le texte. Mais on peut faire confiance à la commission derrière pour effectivement faire des liens comme on l'avait fait avec l'économie circulaire, avec le Green Deal, avec tout ça est en lien évidemment, et la taxonomie sur ce qui sera un investissement vert. Vous parliez tout à l'heure par exemple de la souveraineté européenne. La définition de ce que doit être un investissement vert, et de ça, c'est typiquement une question de souveraineté. Si j'attends que ce soit les Américains qui me définissent ou les Chinois ce que va être un investissement, voilà. Donc, oui, est-ce qu'on doit protéger les entreprises européennes? Oui, 10 fois oui, 100 fois oui. Et on a en face de nous une naïveté incroyable de l'Europe qui, pendant des années et des années, a été open bar sur tous les sujets quand la Chine et les États-Unis sont hyper protectionnistes sur ce qu'ils considèrent comme étant vite fait. Ce qu'on a fait avec la sidérurgie, mais c'est d'une naïveté. Alors bon, certains n'ont pas été naïfs, certains ont été cyniques, mais je laisse de côté les cyniques et les méchants, ils ne m'intéressent pas. Je parle des autres qui pensaient que par le développement du commerce, etc., du marché, on allait tout résoudre en Europe. Mais non, on a délocalisé, on a perdu des secteurs entiers, on s'est mis en dépendance terrible vis-à-vis, et on vient de le voir avec la crise sanitaire, mais on peut le décliner sur tous les sujets. Moi, et oui, il faut protéger l'Europe. Mais protéger l'Europe, pas nécessairement par des taxes, non, il faut protéger l'Europe d'abord et avant tout par des normes. C'est-à-dire que ce qu'on trouve normal pour un jouet pour un enfant, par exemple, on trouve normal qu'il n'y ait pas un jouet qui rentre en Europe s'il ne correspond pas aux normes de sécurité que nous avons nous-mêmes définies. Et oui, ce jouet peut être fabriqué en Chine, oui, il peut être fabriqué à l'autre bout du monde, dès lors que, bon, eh bien, faisons la même chose pour l'ensemble des sujets. C'est comme ça qu'on relocalisera, c'est comme ça qu'on gardera le commerce, parce que moi, je reste attaché au fait qu'il y ait du libre-échange, c'est-à-dire que je pense que c'est par ces échanges commerciaux que le monde a progressé, et donc il faut qu'il soit maintenu. Pas n'importe comment, je répète, ne soyons pas naïfs. Moi, demain, je ne veux pas être sous tutelle de la Chine, je ne veux pas avoir la vision basique d'un Trump pour définir quelles sont les bonnes normes applicables. Donc, protégeons. Et on a une manière très simple de protéger, c'est d'imposer nos normes à tous les opérateurs qui rentrent en Europe. Voilà exactement ce qu'on a fait pour REACH, c'est-à-dire que ne rentrent en Europe que les produits qui correspondent aux normes REACH pour un certain nombre de sujets qui sont liés à la chimie, à la santé. Oui. Eh bien, faisons la même chose pour tous les sujets. Voilà. Et les Américains ne seront pas contents et ils vont dire si c'est ça, on va interdire l'entrée, etc. Eh bien, allons-y. C'est le moment de faire le rapport de force. Ça ne sera plus dans 15 ans ou dans 20 ans, il sera trop tard. Donc oui, il faut protéger, bien sûr. Mais attention, pas protéger au sens protectionnisme, fermeture des frontières. Je veux être très très clair là-dessus. Je ne veux pas qu'on ferme l'Union européenne, pas du tout. Il faut que la liberté du commerce, elle existe évidemment à l'intérieur du marché, mais également en extérieur. Mais qu'on le fasse sur des critères. Voilà, on ne fera pas demain travailler les enfants parce que les Chinois font travailler les enfants ou font travailler des esclaves dans certaines régions. Non, non. Mais en revanche, ce que l'on peut peut-être faire pour faire en sorte que nos normes sociales continuent à être respectées, c'est qu'on ne fasse pas rentrer de produits en Europe qui sont fabriqués par des esclaves, que ce soit ici ou ailleurs. C'est ça. Il faut qu'on arrive
sur les normes environnementales et sociales, à avoir les mêmes critères que ce que l'on impose sur les normes sanitaires ou chimiques. Une question de Patrick. Donc Patrick Dumière qui demande en fait quelle méthode utiliser. Créer une société européenne durable ou rentrer dans tous les droits des affaires des 27? Non, je vais vous faire mon petit baratin de fédéralisme. Enfin, vous l'avez compris par fédéral. Non. Il faut évidemment, il faut qu'on arrive à avoir une harmonisation. On ne peut pas imaginer. Enfin, quand les gens m'expliquent que ça doit se passer au niveau des États sur certains sujets, oui, je ne suis pas pour qu'on rentre dans le détail de la vie des gens à tous les niveaux. Mais qui imagine une législation différente dans la Creuse et en Île-de-France et à Marseille? Alors, je sais que les pratiques ne sont pas nécessairement les mêmes à Marseille et dans la Creuse, mais globalement, ce sont les mêmes règles. Voilà. Après, moi, je suis pour une harmonisation la plus large, la plus forte possible, mais n'oublions jamais que l'Union européenne n'a ni police, ni justice. Enfin, elle peut avoir maintenant un parquet européen, mais donc, ça restera au niveau des États membres que l'on appliquera les règles. Et c'est une bonne chose. Il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre. Mais 27 normes nationales, vous savez, je répète souvent, ça va vous paraître stupide, mais c'est pas grave, je le dis quand même. L'intérêt général de l'Europe, ça n'est pas la somme de 27 intérêts catégoriels. Voilà, ça n'est pas possible. Et ça n'est pas non plus l'intersection la plus faible, c'est d'avoir une vision de ce qui est bon pour l'Europe et de faire en sorte que toute l'Europe avance dans le même sens. Avec évidemment, de toute façon, ne rêvons pas. Il y a toujours en Europe des dérogations, des retards, des pays qui implémentent moins bien. Regardez-nous avec la loi sur les directives sur l'eau et sur l'air. On l'a implémenté de manière quand même à préserver notre industrie agroalimentaire pour le bien ou pour le mal. J'ai parfois tendance à dire que c'est un peu pour le mal, notamment en Bretagne. Mais on l'a fait. Je veux dire, la France a considéré que ses intérêts étaient en jeu et donc elle n'a pas transposer les directives aussi rapidement qu'elle devait le faire. Voilà. C'est comme ça pour tout. Hein. Donc, une question de Isabelle. Donc, répondez-vous aux inquiétudes exprimées par les entreprises au sujet des contraintes qui devraient leur être encore imposées au titre de ce rapport? Une question très concrète, finalement. C'est vrai qu'on l'a vu. Le rapport EY a soulevé beaucoup de levées de boucliers. Voilà, c'est des contraintes quand même supplémentaires pour les entreprises. Très concrètement, qu'est-ce que vous leur répondez? Rien. Je ne peux pas vous mentir. Non, mais quand je mets des feux rouges à des carrefours, c'est pour plus qu'il y ait de voitures qui se rentrent dedans et qui tapent. 95%, allez même peut-être 99% des automobilistes s'arrêtent au carrefour ou laissent passer, peut-être pas 99 en France, en tout cas en Belgique ici. Vous avez un piéton qui s'approche d'un passage protégé, hop, la voiture, elle s'arrête. Je n'ai pas besoin, à la limite, de mettre un feu rouge. Le problème, c'est les 1% qui ne s'arrêtent pas et qui vont écraser le gamin. Je ne sais pas faire de droit sans, à un moment ou à un autre, dire je dois sortir de l'arbitraire, je suis obligé de poser des règles que tout le monde doit respecter. Voilà, je ne sais pas, ça serait mentir de dire que je sais faire sans contrainte. Non, il va y avoir des contraintes supplémentaires, c'est exact. Mais comment les prendre en compte? D'abord, soyons honnêtes. Si vous connaissez le monde de l'entreprise, même si vous avez une PME et que vous êtes en situation d'être obligé de faire appel à des investisseurs extérieurs, est-ce qu'ils ne vont pas vous demander des reportings? Est-ce qu'ils ne vont pas vous demander de respecter un budget? Est-ce qu'ils ne vont pas vous demander, quand vous commencez à dépasser le budget, etc., de valider ou de faire valider les dépassements de budget qui auraient été, etc. Vous savez très bien que les contraintes, elles existent aussi dans la vraie vie et celles-là, je veux dire, elles sont presque considérées comme normales. Eh bien, moi, je souhaiterais qu'on considère aussi comme normal le fait de mettre au cœur de l'entreprise des sujets aussi importants que les questions environnementales, les droits humains et les droits sociaux. Et demander à ce qu'on fasse la même chose pour eux que ce qu'on fait pour les bilans, finalement, d'aligner le non financier sur le financier, ne me paraît pas choquant. Parce que, je l'ai dit, le monde a bougé. Après, pour prendre en compte, il faut exactement ce que j'ai dit au départ, et je crois qu'on est tous d'accord, il faut qu'on essaye de comprendre que la taille des entreprises, on ne va pas demander, par exemple, sur le devoir de vigilance dans le textile,
la même chose à celui qui a sa boutique et qui vend des vêtements et qui a 3 salariés qu'à H&M ou je ne sais qui, à Hugo Boss bon, voilà. Personne ne demande au petit épicier au coin de la rue d'avoir les mêmes obligations que Carrefour. Personne. Et c'est vrai qu'il y a un peu de démagogie quand on consiste à dire oui, mais attention, vous allez. Bien sûr qu'on va mettre des normes complémentaires, mais pour que notre législation soit applicable, il faut qu'elle soit acceptée par les entreprises, je répète, et qu'on mette des seuils qui soient des seuils compatibles avec ce que les entreprises peuvent faire. Mais il y a beaucoup de PME en Allemagne qu'on considère comme des PME là-bas, qui en réalité correspondent déjà à des entreprises de taille respectable, raisonnable en France, qui peuvent faire. Mais j'entends l'argument, je sais très bien que c'est une charge complémentaire, et ceux qui vous disent non, on va le faire, parce qu'il y a une partie de la gauche, on va faire court, qui dit non, mais c'est pas. Non, je sais que c'est compliqué. Mais je sais aussi que des reportings qui sont faits, encore une fois, en matière financière, ils sont compliqués aussi. Et que parfois, on est obligé d'embaucher quelqu'un pour ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si je ne le fais pas, ce que dit Ernst Young, Ernst Young le dit très mal. Parce que je pense que Ernst Young a voulu se donner une espèce de code de bonne conduite tout d'un coup. Il a voulu se faire une image de plus anti-financier que moi, tu meurs. Enfin bon, c'est excessif le rapport d'Ernst Young, il est beaucoup trop violent et il va trop loin. Mais il part d'un constat qui est en l'état, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et il faut y mettre un terme. Voilà. Donc, oui, il y aura des normes complémentaires. Si on est bon et si tout le monde se met autour de la table et travaille encore une fois ensemble au lieu de travailler contre, alors, et c'est pour ça que je vous disais que c'est très important les discussions qu'on va avoir avec le MEDEF ou avec d'autres maintenant, alors on peut arriver à un texte qui soit possible. Le rôle des comités d'établissement et des comités d'entreprise et des délégués du personnel, il y a 50 ans, c'était mal vécu. Et un grand nombre de patrons, à l'époque on disait un patron, un grand nombre de patrons disaient « Oh non, mais c'est pas possible ». Globalement, et à de rares exceptions près, et ces exceptions évidemment existent, globalement, on y arrive. On y arrive. Le board arrive encore à prendre des décisions et en même temps, les salariés arrivent à avoir quand même des informations sur le fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous faites face à des lobbies ? Mais non, si je dis ça, mais moi, le lobby ne me gêne pas. Mais quand demain, je dois interdire le glyphosate, mettons, ou le diesel, je ne suis pas chimiste, je suis juriste. J'y connais rien, moi, au glyphosate. L'honnêteté d'un politique consistera à dire, sauf celui qui est diplômé de biologie, et encore, il faudrait qu'il soit, upgradé en permanence sur les nouvelles études, mais globalement, mon rôle, c'est pas celui-là. Mon rôle, c'est de rencontrer les lobbies, c'est-à-dire le fabricant du glyphosate qui va m'expliquer à quel point son produit, il est bon, et c'est normal parce que lui, il en vit, il a des salariés, il a un business, un modèle économique autour. Et imaginez que demain, j'interdise le glyphosate sans rencontrer Monsanto ou les représentants de Bayer, etc. Je ne ferai pas mon boulot. Donc, qu'eux viennent me voir, c'est normal. Que, je ne sais pas moi, Greenpeace ou etc. veuillent également me voir pour dire, mais attendez, nous, on a des études qui démontrent, etc. C'est normal aussi et c'est du lobby. Ce n'est pas un lobby financier au départ, mais c'est un lobby. C'est-à-dire que ce sont des anti-quelque chose qui essayent de m'amener leurs idées. Moi, ce qui me gêne, et après, il y aura toujours des experts indépendants, etc. Et à la fin, moi, je devrais statuer au nom de l'intérêt général, sachant que si j'interdis le glyphosate, eh bien, je vais poser des vrais problèmes économiques, donc peut-être créer du chômage ou en tout cas faire baisser l'activité économique. Je vais ennuyer les agriculteurs qui l'utilisent. Mais d'un autre côté, peut-être, je vais sauver des gens du cancer, etc., si le risque est avéré. Mon boulot, c'est d'arbitrer entre ces intérêts généraux et ces intérêts catégoriels, d'arriver à arbitrer quelle est la position. Et pour ça, j'ai besoin des lobbyistes. Là où j'ai un problème avec les lobbies, et oui, il y a énormément de lobbyistes, là où j'ai un problème avec les lobbies, c'est le lobbying caché. Ça, c'est terrible. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas scientifique. Donc, si un prix Nobel de médecine arrive devant moi, qualité, me sort une étude en disant, voilà, on a fait telle et telle étude, il n'y a pas de problème, ce produit est bon.
ou au contraire, ce produit est mauvais, hein, j'ai l'un comme un autre. Et que j'apprends quelques mois, quelques années plus tard, qu'en réalité, cette étude, elle a été faite en interne, Monsanto pour ne pas le citer, puisque ça a été démontré. Et ce qu'a fait Monsanto est un scandale absolu. Parce que c'est de faire croire que des expertises indépendantes, blablabla. Je cite Monsanto, mais il y en aurait d'autres, mais parce que Monsanto, ça a été prouvé. Moi, ça, là, c'est mon sujet, parce que c'est de la fraude. Et donc, le lobbying, ce lobbying-là, qui est un lobbying caché, est un lobbying extrêmement grave, parce qu'il porte atteinte à la démocratie, la vraie. Mais donc, voilà, est-ce qu'il y a des lobbyistes? Oui. Est-ce que c'est en soi gênant? Non. Est-ce que ce qui est gênant, c'est qu'il y a un déséquilibre dans les lobbyistes? Là, la réponse est oui également, parce que c'est vrai que Monsanto et ses amis, c'est la même chose pour l'industrie automobile, ils ont des capacités, des forces de frappe qui sont sans commune mesure avec ce que peuvent avoir les ONG. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc ça, il faut que le député ait l'honnêteté aussi de le rééquilibrer. Parce que il faut, on le sait. Donc bon, après, est-ce que le député doit être sensible à certaines formes de lobby? La réponse est non. Moi, je m'interdis, par exemple, et je me suis toujours interdit depuis que je suis député, d'aller dans des dîners faits par des lobbyistes. Les dîners, les déjeuners, c'est toujours non. Non pas parce que j'aime pas dîner ou que je n'aime pas déjeuner, mais moi, je demande à ce que les rencontres aient lieu dans des… Voilà. Pour moi, c'est un travail. Et donc, je n'ai pas nécessairement envie d'aller dîner avec M. Danone, ou en tout cas pas pour parler du boulot. Je veux bien, il y a des gens très sympathiques chez Danone avec qui je ferai des dîners privés. Mais si je dois avoir une discussion publique sur ce que Danone souhaite, par exemple, voir sur le rapport RSE, alors, bon, avant, il venait dans mon bureau, maintenant, il vient en Zoom. Et ça, c'est notre faute aussi à nous. C'est-à-dire qu'il y a trop de connivence mise en œuvre. Et c'est la même chose avec les syndicats. J'ai été stupéfait de voir à quel point les syndicats faisaient, on va dire, ami-ami dans mon rapport avec certains des députés. C'est pas ma conception. Voilà. Je crois que c'est clair. Voilà. Non, mais bon, après, ceux qui vous disent, comme un certain nombre d'ex-verts ou de ouais, le lobby, c'est un scandale, s'ils veulent s'informer dans une bulle et puis prendre des décisions tout seuls dans leur coin pour dire le diesel, c'est pas bien, le machin, etc., et qui savent le faire sans l'avis des personnes directement concernées, ben vous savez quoi, j'ai aussi peur pour la démocratie que le contraire. Voilà. Ça devient de l'autocratie. On va conclure par les deux dernières questions de Patrick Dumière. Est-ce qu'on va se rapprocher de la codétermination allemande? C'est vrai qu'on a toujours beaucoup parlé du Bestimmung à l'allemande. D'ailleurs, il y a un rapport, je crois, qui est paru fin novembre par deux économistes là-dessus. Et puis, vous avez évoqué des incentives favorables aux entreprises les plus ESG. À quelles incentives pensez-vous? Alors, les incentives, si je vous dis financiers, ça va parler. C'est que, par exemple, nous, on propose qu'il y ait, alors je n'ai pas suivi les socialistes qui voulaient qu'il y ait au moins 50% du bonus des dirigeants qui soit basé sur le non financier. C'est-à-dire qu'en gros, on coupe en deux le bonus, 50% sur le financier, 50% sur la tenue d'objectifs extra-financiers. J'ai refusé cela parce que ça, c'est pas non plus ma conception du monde. Je pense que 50-50, c'est trop binaire. Il y a des secteurs dans lesquels l'extra-financier, évidemment, est très important, des secteurs dans lesquels il est beaucoup moins, et il y a des secteurs de performance financière, et je comprends que dans la finance, on soit plus focalisé sur les objectifs de performance financière. Enfin, j'ai un trader, d'abord et avant tout. Bah. Donc, voilà. Donc, l'incentive, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait des bonus, des rémunérations d'une partie qui soit assise sur l'extra-financier. Ce qui, d'ailleurs, vous rapproche sur le fait qu'il faut qu'on ait des contrôles objectifs et indépendants de l'extra-financier. Parce que sinon, on serait là encore dans l'arbitraire. Et il ne faut pas être dans l'arbitraire, a fortiori sur les bonus des dirigeants. Et là, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Donc, on a ça. Après, on a l'incentive parafiscal ou fiscal. Moi, j'ai évidemment beaucoup pratiqué les bonus fiscaux liés à la détention des biens, que ce soit sur les plus-values, que ce soit les distinctions plus-value court terme, long terme, etc. Tout ça, c'est de l'incentive. Parce que, en fait, c'est pas fait pour sanctionner le plus-value à court terme, c'est fait pour essayer de valoriser
la détention. Donc, je ne peux pas entrer dans le détail tout simplement parce que ce n'est pas moi qui vais les définir. Là aussi, c'est les professionnels qui vont les définir. Regardez comment on peut faire. Enfin, globalement, ce qui va tourner autour des incentives, c'est ça. C'est comment on peut donner une prime et valoriser les engagements tenus ou à tenir sur les questions de RSE. Ça me paraît très important. Et après, sur le fonctionnement allemand, oui, mais est-ce que c'est pas la méthode européenne en quelque sorte? Enfin, je veux dire, c'est le fait d'arriver à co-construire. Et peut-être qu'on va s'orienter vers cela. Après, c'est très dangereux. Enfin, si vous voulez planter quelque chose en Europe, vous dites on va prendre le modèle français ou on va prendre le modèle allemand. C'est-à-dire que si vous dites l'un ou l'autre, vous êtes sûr que vous en avez un ou deux qui seront très contents et 24 derrière ou 25 qui vont dire non, ça c'est juste pas possible. Bon, les Britanniques sont plus là pour dire ça, donc ça, ils ont gagné un peu de temps, mais bon, globalement, oui, il faut aller vers cela, bien sûr. Très bien, on va s'arrêter. On respecte en général le temps pour nos participants et notre invité. Pascal Durand, je vous remercie de votre présence parmi nous ce soir. Je veux aussi vous souhaiter personnellement bonne chance dans votre combat. Encore une fois, on voit votre combat heureux d'un écologiste européen convaincu. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle à nos participants qu'ils peuvent retrouver votre rapport en fait très facilement sur le site de la Commission européenne. C'est un rapport qui est court, donc je les encourage à le lire parce que tout simplement c'est intéressant de lire un petit peu ce dont on a parlé ce soir. Et puis, si je peux me permettre, ça ne s'arrête pas. Enfin, les relations ne doivent pas s'arrêter juste j'allais dire, cette logique un peu top-down. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des mails. Voilà, j'ai aussi besoin des retours, donc n'hésitez pas à le faire, c'est très important pour moi. Vous ne pouvez pas parler mieux puisqu'on a en fait en préparation un rapport et donc sur ce sujet, donc je pense que oui, on reviendra vers vous et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre et à s'alimenter. En effet, il n'y a pas de logique top-down, c'est bien notre Faites du lobbying. Faites du lobbying. Merci. Voilà, je vous dis à bientôt et merci encore.